organes de la CGSP, avec quelques-unes en prime. Voilà, à eux deux, ils ont maintenant publié ce livre dont ils vont nous parler sur ce que devient l'extrême droite aujourd'hui dans le monde. Et je vous laisse la parole et je coupe mon micro et vous activez le vôtre. Ok. Bon, Julien, la première question, c'était cohérence par rapport à l'évolution historique. Donc, je te laisse volontiers ouvrir le bal. C'est bien, toi, tu avais retenu les questions. Ouais. Mais donc, par rapport à cette question de la cohérence des positions politiques de l'idéologie elle est quasi totale. Donc là-dessus, par rapport au titre du livre « La bête a-t-elle mué ?», il est important d'avoir maintenu le point d'interrogation à la fin, puisque on peut y répondre négativement sur cette question, sur la question du fond idéologique. Du fond idéologique. Il y a une autre personne qui est en train de parler, ce qui est assez perturbant. Bon, dont le micro, en tout cas, n'est pas coupé. Donc, sur le fond idéologique, il n'y a pas de modification de l'extrême droite. Ce qui peut apparaître comme des modifications, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est plus sur l'emballage, sur la manière de dire les choses, que là, il y a mutation et il y a évolution. On ne peut pas le nier que l'extrême droite d'aujourd'hui ne s'exprime pas exactement de la même manière que l'extrême droite des années 20-30 ou de l'extrême droite d'encore avant. Mais sur la vision de la société, sur la vision de l'organisation du monde, là, il n'y a pas de modification. L'extrême droite continue à voir la société comme une société où les plus forts doivent survivre et les plus faibles, c'est surtout ça qui est important à retenir, les plus faibles doivent, entre guillemets, naturellement être éliminés. Et donc, combien les plus faibles n'ont pas à être aidés ou pas trop à être aidés selon le curseur qui va être mis. Et donc, c'est grosso modo ce que on résume par la question du darwinisme social, c'est-à-dire une vision de l'évolution de Darwin qui est vue comme simplement la survie du plus fort. On pourrait rediscuter sans fin que dans la nature, ce n'est pas forcément le plus fort qui survit et qu'il y a des exemples de coopération dans la nature et pas simplement de choses du plus fort, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais pour l'extrême droite, c'est bien ça, c'est dans la nature, seul le plus fort survit, le plus faible est éliminé. Il est éliminé pour permettre aux autres de continuer, pour permettre à l'espèce de se perpétuer, et l'homme, qui est un animal comme les autres, n'a pas à échapper à cette règle-là, et la vie en société n'a pas à échapper à cette règle-là, y compris les artifices alors qui sont mis par la société moderne, et on peut avoir alors le discours sur le rejet de certaines formes de modernisme ou de modernité, et tous ces retours à la nature, à la ruralité que l'on va pouvoir retrouver dans l'extrême droite, à nouveau, pas forcément de la même manière aujourd'hui qu'il ne le présentait dans les années 20-30, mais fondamentalement, on reste sur la même chose. Si je fais un lien avec aujourd'hui, ce n'est pas hasard si les mouvements d'extrême droite, par rapport à la crise Covid, sont avec un discours qui, grosso modo, est un discours eugéniste, c'est-à-dire on doit laisser les choses se faire et les plus faibles sont éliminés, et c'est normal, et la société ne doit pas s'empêcher de vivre pour protéger les plus faibles. Les plus faibles, ils passent, ou ceux qui sont plus faibles, ils passeront, et c'est pas truc. Donc ça, on retrouve ça, et c'est assez intéressant à analyser. Donc voilà, je ne vais pas forcément être plus long, on pourra revenir dans le débat s'il y a des questions par rapport à ça, mais vraiment souligner qu'il y a ce courant idéologique qui se met et qui s'inscrit
Et c'est un des aspects qu'on évoque beaucoup dans le livre sur le côté anti-lumière. Et c'est pour ça qu'on fait redémarrer l'extrême droite à 1789. Donc en s'inscrivant, on n'a rien inventé là-dessus, hein. Des gens comme Zev Sternel l'ont déjà dit avant nous, mais sur cette tradition anti-lumière, ce rejet vraiment de cette vision de la société plus égalitaire que porte la Révolution française. Et comme on l'a dit dans le débat qui passait sur la première un peu avant chez Kakelbergs, ce côté qui est de 1789 et même pas de 1793. Donc, quand on parle du rejet de la Révolution française par l'extrême droite, on est vraiment sur un rejet, y compris de la séquence de 1789, alors que parfois, il peut y avoir débat, ou il y a débat des fois sur l'héritage de la Révolution française qui se cristallise plus avec la terreur, Robespierre, 1792, 1793. L'extrême droite rejette dès 1789. Et par exemple, va prendre, pour intituler un de ses journaux, va l'intituler du nom de Rivarol, qui est un des écrivains antirévolutionnaires. On pourra y revenir avec Olivier sur le fait qu'un des penseurs de Bart de Wever est Bonjour. et Edmund Burke, qui est un des premiers à avoir écrit contre la Révolution française et qui est dans la tradition anglo-saxonne. Et donc, voilà, on voit vraiment cette permanence de l'extrême droite. Et donc, sur cette première question-là, on ne peut pas dire que la bête a mué, en tout cas sur le fond, peut-être sur la forme. Et là, je passe à Olivier et je bois un coup. Santé. Eh ben, oui, ben justement, la deuxième question, en fait, c'était si changements il y a, quels sont-ils? Et dans la foulée de ce que Julien dit, en fait, les changements, ils sont en effet purement cosmétiques. Dans le bouquin, on utilise en fait la métaphore de la douche moderne, où on dit que la douche moderne, on a 36 jets d'eau différents, mais le problème, enfin, je ne vais pas dire le problème, si, mais le fait est que c'est toujours la même eau qui sort, indépendamment du type de jet d'eau qu'on a. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est à part Aube Dorée, qui, eux, ils restent vraiment scotchés dans... ils ne renient rien du tout du passé, etc. Toutes les autres groupements d'extrême droite essayent de plus en plus de lisser leur discours, d'avoir un discours qui passe de mieux en mieux. Et prenons l'exemple on a tous vu le reportage de l'RTBF sur Stilt en Vrienden, on a tous vu Dries van Langenhove, on voit tous la figure de Tom von Grieken pour parler de ces deux figures du Vlaams Belang. En fait, ils ont, et ça n'est pas nouveau en soi, hein, mais ils ont le profil du parfait beau-fils, c'est-à-dire ils présentent bien, ils s'habillent bien, donc ils ne sont pas une caricature du facho tel qu'on pouvait l'avoir dans l'imagerie nerf et l'imagerie habituelle. Et ça, c'est un premier élément. Donc, sur l'aspect extérieur, il y a une volonté de présenter bien. Sur l'aspect du discours, ben, là aussi, il y a une volonté de chasser sur des terres qui, traditionnellement, étaient celles de la gauche. Et il faut toujours aller dans le détail, mais là, c'est aussi un autre élément, c'est qu'ils occupent de manière fondamentale les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ben, ce sont des lieux qui sont propices à un discours, on va dire qui n'est pas nécessairement nuancé. Ainsi, deux exemples. Premier exemple, lors de la campagne électorale donc précédente, le Vlaams Belang sortait en disant « Moi, je suis pour la pension à 1500 € pour tous ». Bon, ok, sauf que si on va dans le détail, on voit que les périodes admissibles ne sont pas reprises, et le nombre d'années à prendre en considération, bah, en fin de compte, si on analyse la proposition, ça ne concernerait que très peu de personnes. Mais ça, sur les réseaux sociaux, la place pour l'analyse n'est pas présente. Deuxième exemple, début du confinement, il y a déjà un an, enfin, ça c'est en passant, hein. Quel est le premier parti au Parlement à avoir déposé une proposition de loi pour que les allocations de chômage en période de corona soit à 100%, c'est le Vlaams Belang, sachant bien évidemment que cette loi ne serait pas votée, mais on s'en fout. Sur les réseaux sociaux,
Ce qui importe, c'est de montrer qu'on a déposé la proposition de loi et qu'on est plus rapide que les partis qui traditionnellement prenaient fait et cause pour la classe ouvrière. Et ça, on y reviendra sans doute tout à l'heure dans le que faire, mais c'est un véritable élément important dans la réflexion, c'est l'extrême droite occupe un terrain que les partis traditionnellement dévolus à la classe ouvrière et aux classes populaires, n'occupent plus ou ne l'occupent que trop peu. Donc ça, c'est un autre élément. Et donc, les changements sont cosmétiques et on constate qu'ils surfent sur des lignes, ils essayent de se rendre respectables. Et ça passe aussi, et ça va n'étonner personne que je vienne avec ce discours-là, mais puisque j'ai écrit les mots qui puent, mais il y a aussi toute une volonté au niveau de l'usage du vocabulaire, au niveau du cadrage, il y a vraiment une volonté de se présenter de manière masquée, c'est-à-dire de ne pas venir avec les gros sabots habituels, mais il faut vraiment être extrêmement vigilant et faire preuve de lucidité par rapport à l'usage du vocabulaire tel qu'il l'utilise à l'heure actuelle, parce que si on ne fait pas preuve de lucidité, eh bien, on pourrait pour le même prix tomber dans le panneau et la manière dont ils utilisent le vocabulaire, on se dit « Ah bah oui, tiens, il a raison ». Sauf que non, il n'a pas raison. Et si on va dans la nuance, eh bien là, on voit qu'il y a de véritables soucis qui pourraient se manifester. Et donc, ça requiert donc un devoir d'analyse, de lucidité et il faut à tout prix démasquer ce vocabulaire tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle. Donc ça, c'était concernant la deuxième question. On pourrait aller dans le détail, bien évidemment, mais laissons de la place au débat. Et alors, évidemment, la troisième question, c'était la fameuse question léniniste, à savoir, que faire? Et alors, à ce niveau-là, ben, un des éléments qu'on met volontiers en exergue dans le livre, et puis je laisserai Julien compléter, bien évidemment, c'est qu'on constate quand même que l'extrême droite n'est forte que de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, lorsque à gauche, on n'occupe plus le terrain, lorsque à gauche, on décide de ne plus s'occuper des classes ouvrières et des classes populaires, et ainsi on peut citer la boîte à idées Terra Nova qui en France, qui voulait conseiller François Hollande, lui disait clairement, écoutez, ceux-là, laissez-les tomber, ils sont plus intéressants, soit ils vont s'abstenir, soit ils voteront pour l'extrême droite, et ce n'est pas notre core business. Oh, Horresco reference, je me suis fait mal à la langue en le disant, mais voilà, c'est dit. Et donc on ne se préoccupe plus de ces gens-là et on travaille uniquement pour la classe moyenne. Je défie n'importe qui d'essayer de la définir. C'est quoi la classe moyenne? C'est qui? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, on abandonne ces gens-là. Et à partir du moment où on les abandonne, dans le meilleur des cas, ils s'abstiennent. Dans le pire, ils vont entendre, en effet, les sirènes simplistes et des discours qui sont, évidemment, répercutés sur les réseaux sociaux. Et là aussi, on peut aussi s'interroger sur le financement que cela requiert. Et donc, à un moment, on peut aussi se poser la question de savoir, finalement, d'où vient tout cet argent? Il y a la dotation publique, certes, mais est-ce que c'est uniquement la dotation publique? Mais ça, c'est matière pour le débat. Et alors, par rapport au que faire, nous, dans le bouquin, en fait, on met en avant deux exemples où on constate, c'est notamment l'exemple de la Grande-Bretagne avec Jeremy Corbyn. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jeremy Corbyn, il est devenu le leader du Labour Party de manière un peu accidentelle, parce que ce n'était pas nécessairement voulu que ce soit lui qui le soit. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il est revenu aux fondamentaux de la gauche. Il a travaillé main dans la main avec une association qui s'appelle Momentum et qui a occupé le terrain, qui a été à la reconquête des camarades, il a été à la reconquête des travailleurs sur le terrain et ils ont réussi à faire que, par exemple, le Parti travailliste anglais est le parti qui compte le plus de membres à l'heure actuelle parmi les partis sociaux-démocrates et beaucoup de jeunes. Et avant, à l'époque de Tony Blair, eh bien, les abstentionnistes étaient le premier convoi d'électeurs, c'est-à-dire c'était le premier parti, si on regarde les résultats électoraux. Et sous l'égide de Tony Blair, lapsus révélateur, de Jeremy Corbyn, eh bien, la donne a changé. Évidemment, vous allez me dire, il n'a pas gagné les élections, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais à tout le moins, et puis on peut parler aussi du rôle des médias dominants, qui ont imputé une sorte d'antisémitisme qui n'avait pas lieu
pour le casser, mais quoi qu'il en soit, il y a eu un véritable retour donc, du Labour Party aux fondamentaux et ça a porté ses fruits. Bon, on pourrait parler sur la suite qui a été donnée, le retour du blairisme sous la forme de Keir Starmer, mais ça c'est un autre détail. Deuxième exemple qu'on voit à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est passé au Portugal et ce qui se passe toujours au Portugal. C'est qu'on a le Parti social-démocrate là-bas qui à un moment a décidé de braver les interdits de la Commission européenne, donc le carcan budgétaire européen, qui a constitué un gouvernement avec le Parti social-démocrate seul au gouvernement, mais avec en soutien extérieur les communistes et le Parti écolo, enfin, qui ne s'appelle pas écolo, mais bon, soit les Verts. Et sur base d'un accord de gouvernement, il y a un soutien extérieur qui se fait et ils vont à l'encontre du carcan budgétaire européen. Ils ont notamment réoctroyé des congés aux travailleurs. Ils ont rendu public à nouveau les transports à Lisbonne et il y a eu des échéances électorales et ils ont à nouveau gagné les élections. Donc c'est bien la preuve qu'à partir du moment où la gauche cesse d'avoir peur de son ombre et décide de redevenir forte et d'occuper le terrain, d'aller vers les électeurs et de venir avec un vrai discours, eh bien, il y a des possibilités de reprendre la donne. Et alors, il y a d'autres éléments, mais je vais donner la parole à Julien, bien évidemment, hein, mais il y a toute une considération qu'il y a à avoir. Par exemple, la démocratie, par rapport à l'extrême droite, ça ne se résume pas à aller voter une fois tous les 5 ans. Il y a tout un volet de démocratie qui se passe au niveau des entreprises. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau de la démocratie économique, de la démocratie sociale, et ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. Mais je pense que Julien souhaitera volontiers compléter, parce que là, je monopolise un peu la parole. J'ai surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'affichage de mon écran, mais non. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas, vous voyez quelque chose d'autre aussi, tout le monde ou... Oui, oui. Alors, Vous êtes à nouveau dans le monde du travail à domicile. Vous voyez actuellement l'écran de Christiane. Je ne sais pas pourquoi je vois l'écran de Christiane. Moi. Parce qu'elle l'a partagé. Il faudrait qu'elle arrête de partager son écran. Comme ça, on reviendrait normal, en fait. Oui, Christiane. Bon, je vais quand même essayer de prolonger ce que Olivier disait par rapport au... Voilà, merci. Par rapport aux deux thèmes. Alors, sur les changements, ben, il y a notamment le changement sur des vocabulaires. Et on voit que Olivier l'a déjà évoqué, mais et sur des thèmes, mais qui montrent bien qu'on reste dans le même discours. Par exemple, ils ne vont plus dire qu'il faut chasser les étrangers de nos pays, ils vont parler de remigration. C'est-à-dire que les gens doivent, mais ce qui revient au même, hein, les gens doivent retourner chez eux, hein, mais on transforme le discours autrement. Et vous allez avoir plusieurs exemples de ce type-là. En termes de discours qui est un peu évolué. Mais surtout insister sur le que faire qu'Olivier a, et pour lancer le débat, je vais essayer par la même occasion de répondre aux deux questions qui sont arrivées dans le chat par la même pendant ce temps-là. Sur le que faire, on l'évoque dans le livre, la figure du triangle rouge, qui est devenu le symbole de l'antifascisme, puisque c'était pour le signe distinctif que les prisonniers politiques, et ça c'est important, c'était ceux qui étaient dans les camps de concentration sous l'Allemagne nazie parce qu'ils avaient résisté politiquement et pas parce que pour ce qu'ils étaient, même s'ils pouvaient cumuler à un autre. Mais ce qui est aussi intéressant par rapport à la suite du raisonnement, il y a ce qu'Olivier a déjà évoqué, c'est que le triangle rouge, avant de signifier ça, plus tôt dans l'histoire, a été utilisé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, comme le symbole de la lutte pour les 3-8, pour les 8 heures, donc pour la réduction collective du temps de travail, pour le dire avec des mots plus contemporains et pour faire le lien avec des revendications d'aujourd'hui. Et donc, ce triangle rouge était un symbole du mouvement ouvrier sur la réduction collective du temps de travail.
mais pour reprendre cette image du triangle rouge, symbole antifasciste, il y a 3 gros angles, grosso modo, de lutte et de que faire. Il y a le travail d'éducation et de formation. C'est ce que font des tas d'assos, c'est ce que fait l'école, plus ou moins bien. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 40-45. En tout cas, si à l'école, on l'aborde, c'est dans les programmes, c'est dans les programmes scolaires. Il y a des assos qui, depuis des années et des années, le font. Or, on assiste à une montée de l'extrême droite. Conclusion, un peu simpliste, je le reconnais, mais ça ne suffit pas. Et si ça suffisait, il ne remonterait pas au vu de tout ce qui a été mis en place pour éduquer les gens et pour les former, ou pour en tout cas leur dire à quoi ça correspondait. Donc, il y a d'autres éléments. Deuxième élément, c'est plus alors la lutte que Olivier a déjà évoqué, sur le socio-économique. C'est-à-dire que l'idée est de dire, si on veut vraiment démocratie, et Olivier l'a souligné, la démocratie, ce n'est pas que le droit de vote et que la liberté de la presse, c'est bien d'autres choses. Si on veut démocratie, on doit avoir aussi un développement des droits socio-économiques. On doit avoir un développement de la démocratie dans les entreprises, et l'extrême droite, par exemple, est contre tout ça. Elle est sur des systèmes de corporatisme où il n'y aurait pas de différence entre le patron et les travailleurs. Mais dans les faits, ça veut dire que les travailleurs sont complètement dominés dans la structure par le patron. Éléments socio-économiques, mais ça veut dire aussi, et là ça nous ramène à une situation d'aujourd'hui qui peut expliquer en partie la montée des idées d'extrême droite et des partis d'extrême droite, c'est que l'extrême droite, elle va percoler dans des sociétés où l'écart entre les riches et les pauvres diminue, mais surtout quand l'expression, effectivement, bonne, la classe moyenne, on préférera parler en termes d'analyse marxiste de petite bourgeoisie, mais quand cette classe sociale va se sentir menacée et avoir clairement l'impression qu'elle ne peut plus monter et progresser. Et à ce niveau-là, on voit que dans les années 20 comme aujourd'hui, une montée de l'extrême droite quand il y a cet écart de richesse qui se crée entre des très riches et des très pauvres. Pourquoi? Mais parce que l'extrême droite, sociologiquement, est un phénomène, contrairement à un discours, et ça me permet de répondre à un autre aspect, comme quoi l'extrême droite serait de gauche ou serait pour les travailleurs ou pour les plus pauvres. Non. L'extrême droite est un phénomène de moyenne bourgeoisie, de petite bourgeoisie, tant dans ses cadres que dans son électorat, et ce, dans toutes les périodes. C'est vraiment des gens qui ont peur de basculer, de redescendre en termes de classe sociale, qui voient qu'ils ne peuvent plus monter. C'est vraiment ça qui fournit le cœur de l'extrême droite. Et donc, pour combattre ça, il y a une vraie importance à se battre sur les questions socio-économiques. C'est pour ça qu'en promotionnant l'événement d'aujourd'hui, ce matin, je faisais la liaison avec... Très possible de fermer tous les micros, s'il vous plaît. Il faut vraiment parce que les personnes qui quand elles n'interviennent pas dans le débat, coupent leur micro, sinon c'est vraiment ingérable. Désolé. Bon, j'en étais où moi? Oui, c'est pour ça que ce matin, en relayant à nouveau la conférence de ce soir, je soulignais qu'on était par ailleurs en action pour l'AIP, ou en tout cas pour la négociation dans l'AIP d'un salaire, d'une augmentation du salaire minimum. Parce que ça va, c'est si on travaille sur la question des inégalités socio-économiques qu'on peut combattre sur le terrain, l'extrême droite, sur le terrain dans les entreprises, mais aussi sur le terrain dans les quartiers, par rapport à des réflexes de racisme, par rapport à des réflexes de on se combat pour les miettes et pas pour le partage du gâteau. Ça, c'est important à souligner. Et troisième élément qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est souvent une question de débat et qu'on a voulu remettre en perspective dans le livre, c'est aussi l'action directe contre l'extrême droite. C'est-à-dire, à un moment donné, ne pas la laisser se structurer, ne pas la laisser grandir, ne pas faire comme si
Oui, Olivier précise dans le chat que l'AIP, c'est l'accord interprofessionnel, c'est ce qui veille notamment à l'augmentation des salaires, des plus bas salaires pour tout le monde. Et donc, ou une revendication du 14 € de l'heure, 2300 € par mois, ce sont vraiment des revendications qui vont lutter. D'ailleurs, avec Olivier, on avait participé à un débat sur le syndicalisme européen et la lutte contre l'extrême droite, et la conclusion de tous, alors que selon les pays européens d'où provenaient les syndicalistes, l'analyse n'était pas forcément tout à fait la même, mais là, le point d'ancrage, c'était que pour les syndicats, lutter contre l'extrême droite, c'était lutter pour l'augmentation des salaires, c'était lutter pour de meilleures conditions de travail. C'était là-dessus que les organisations syndicales, que la gauche, et on a parlé de la trahison de la social-démocratie, c'était ces abandons sur ces questions-là, Olivier l'a évoqué sur les pensions, qui font la montée de l'extrême droite. Et alors le troisième volet, et je termine là-dessus, c'est l'action directe, l'action dans la rue, c'est empêcher l'extrême droite de se structurer. Alors, c'est surtout valable, évidemment, pour ici, en Belgique francophone. Si on est en Flandre, le débat est déjà différent. Si on est en France, le débat est différent. Ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas et que cet aspect-là ne doit pas être fait. Et donc ça, c'est ne pas les laisser s'implanter dans la rue, ne pas les laisser se réunir, avoir une action directe par rapport à ça, parce que à un moment donné, quand ils sont trop puissants, c'est nous qui ne pourrons plus nous réunir, c'est nous qui ne pourrons plus agir, et on voit tout de suite les attaques sur des locaux d'associations qui aident les migrants, sur des locaux syndicaux, sur des locaux d'aide aux femmes, notamment par rapport à toute la question de la contraception, etc. Mais dès que l'extrême droite se sent en capacité de le faire, ils vont commencer à passer à l'attaque. C'est là-dessus que ce n'est pas un hasard si Dries Van Lagenhoven, qu'on a déjà cité, de Skild & Vriend, était la semaine dernière, le week-end dernier, à Paris, auprès de Génération Identitaire. Alors, on dit toujours, hein, regardez, l'extrême droite a mué, regardez Dries Van Lagenhoven, il est en costume cravate, look de jeune cadre dynamique et de beau-fils et de gendre idéal. Mais Dries Van Lagenhoven, c'est aussi quelqu'un qui s'entraîne dans les bois avec ses gens. C'est aussi quelqu'un qui, justement, de manière tout à fait consciente, politiquement, c'est un geste fort qu'il pose à enfreindre le côté « je bouge et je vais à Paris malgré qu'on ne peut pas », d'être volontairement non masqué sur plusieurs photos à des moments clés, et il sait qu'il va être pris en photo par rapport à ce qu'on disait déjà sur la stratégie de l'extrême droite dans la crise coronavirus. Et Génération Identitaire, c'est pas n'importe qui. Génération Identitaire, ce sont des gens qui font des actions aux frontières de la France pour empêcher les migrants de passer. C'est des gens qui financent des bateaux en Méditerranée pour empêcher les associations qui aident les migrants de sauver des migrants. C'est ça, Génération Identitaire. Hein. Donc, c'est une... Accessoirement, puisqu'on est chez Attaque, Génération Identitaire, c'est les groupuscules que rejoint Bernard Cassin, qui a bien dévié depuis qu'il était à Attaque, avec Riposte laïque et ce genre de laïcité dévoyée dans un combat justement identitaire, fasciste, pour le dire très clairement, avec, et ça me permet de terminer en répondant à la question d'Éric, avec les pseudo-discours d'aide au SDF, avec les soupes aux cochons. Hein, donc, ces gens-là distribuent de la soupe au SDF avec non pas sans domicile fixe, mais solidarité des Français, pour l'acronyme SDF, et ils vont distribuer des soupes aux cochons. Et alors, ils la distribuent, a priori, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc on va, sauf que forcément en mettant des grandes pancartes, voire en se déguisant en cochon pour la distribuer, ben, ils savent qu'ils excluent une partie du public des SDF. Et là-dessus, je renvoie vers un texte que le Front antifasciste de Liège a publié sur son site internet et sur sa page Facebook sur la question des fausses maraudes organisées, y compris en Belgique francophone, par un groupuscule.
ou sur les fausses actions contre les lois sécuritaires aujourd'hui, les fausses dénonciations et l'infiltration de l'extrême droite dans des mouvements de contestation qui peuvent apparaître à premier égard sympathiques ou proches des valeurs que nous défendrons. Mais voilà, là, il y a clairement des cas où, au lieu d'aider les SDF, non, on va aider soi-disant nos SDF, mais on ne les aide pas de manière durable, on ne les aide pas non plus en construisant tout un travail de terrain de réinsertion. Non, on fait des actions médiatiques de distribution de soupe une fois tous les X temps. Et il n'y a pas de travail de fond, il n'y a pas de travail social, il n'y a pas de travail que font les assistants sociaux, que font les associations qui sont réellement sur le terrain toute l'année pour travailler sur les publics les plus précaires. Voilà, je ne vais pas forcément être plus long. Je pense, sauf si Olivier veut rajouter, qu'on peut peut-être passer à des questions-réponses de votre part et peut-être regarder sur le chat s'il y en a auxquels on n'aurait pas répondu. Mais avant de laisser la place au débat, en fait, 2 petits compléments d'information. Le dernier élément, c'est en effet, dans le discours qui a mué, en fait, l'extrême droite aussi se profile, ils font ce qu'on appelle du nativisme social, c'est-à-dire ils ne sont pas contre l'aide à apporter aux plus démunis, etc., si et seulement si ces plus démunis sont des, entre guillemets, des bons Belges. C'est-à-dire on va aider ceux qui sont de souche, ceux qui sont chez nous, mais les autres, on ne les aidera pas. Premier élément. Deuxième élément, lorsque Julien évoquait la formation syndicale européenne qui insiste sur le fait que ce sont sur nos thèmes qu'il faut travailler, et c'est extrêmement important parce que ça pose la question du cadrage. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans une posture où on se dit on va se défendre par rapport aux attaques de l'extrême droite, eh bien, je prends une métaphore footballistique, à partir du moment où on monte sur le terrain en jouant en défense, à terme, on est contraint, on finira par prendre un goal. Tandis que si on décide d'avoir une posture qui est non pas contre l'extrême droite, mais pour la démocratie au sens le plus large possible, eh bien, à partir de ce moment-là, on est dans une posture offensive et on change le cadrage. Et changer le cadrage d'un débat, ça veut dire que c'est soi-même, nous sommes à même de déterminer l'ordre du jour, déterminer l'agenda. Et pour répondre à la question de Hilal, eh bien, à ce niveau-là, je pense que les syndicats ont une responsabilité écrasante. Et d'autre part, je pense non plus qu'ils n'ont pas le choix, parce que de toute façon, ils font partie de l'ennemi intérieur désigné par les mouvements et les partis d'extrême droite. Donc, tant qu'à faire à ne pas avoir le choix, allons-y, quoi. Occupons le terrain et soyons offensifs. Mais place au débat. Voilà. Si vous voulez poser une question, vous avez plusieurs façons de procéder. Vous agiter, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a plein de petites vignettes et c'est bien difficile de voir qui s'agite. Sinon, vous avez en dessous, sans doute, mais ça varie suivant les appareils, une petite icône qui dit réaction. Et chez moi, en tout cas, vous pouvez lever la main quand vous cliquez sur cette icône. Et sinon, vous pouvez également, et c'est très utile, noter vos questions ou commentaires dans la discussion, dans la conversation. Ça alimente très bien le débat également. Il y a déjà eu d'ailleurs des réponses à des interventions dans la discussion. Merci beaucoup. J'aurais dû commencer par là. Merci beaucoup pour cette présentation super dynamique et très claire. Je crois que ça aide effectivement d'avoir une présentation à 2 voix en se relançant la balle. C'est un des avantages de faire un livre à 2. Et oui, je suis entièrement d'accord sur sur tout ce que vous avez dit, mais tout particulièrement sur la dernière remarque. C'est pas la peine de se défendre.
Je veux dire, se défendre, c'est se dire qu'on a déjà perdu, en fait. C'est se dire que c'est foutu. On va juste essayer d'encaisser le moins de buts possible. Et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans l'attaque, c'est-à-dire dans la pour les droits, pour les droits sociaux. Et un autre domaine qui n'a pas été abordé, mais où parfois l'extrême droite joue aussi un double jeu extrêmement nocif, c'est celui de l'environnement, hein, c'est celui de la destruction de la nature. Mais voilà, la parole est à vous. Je vois qu'il y a une question de Michel Reclou. Ah oui, comment changer le cadrage alors que notre société vit du buzz, baigne dans une culture capitaliste et individualiste égoïste. Le cadrage est fait par les médias. Comment changer le discours médiatique? Vaste question, je vous laisse répondre. Ben, pour amorcer la réponse, il y a le fait que c'est assez intéressant d'ailleurs de voir combien, par rapport à une posture de discours, l'extrême droite va passer son temps à dire on baigne dans une culture de gauche, nous ne sommes pas, on n'a pas accès aux médias, on est censuré, on ne peut plus rien dire, nous disons tout haut ce que les gens disent tout bas, le politiquement correct nous empêche de parler, etc. Alors, en Belgique francophone, c'est peut-être un peu moins vrai. En France, c'est particulièrement frappant. Sur ces news, quel est le discours qui est tenu? Quels sont les types de débats? Qui sont les intervenants et de quel bord se trouvent-ils? Si on parle d'un Zemmour ou de genre de ce type-là, c'est bien l'extrême droite qui est comme un poisson dans l'eau. Et là, effectivement, ça permet de dire d'ailleurs que, grosso modo, le capitalisme peut tout à fait vivre avec l'extrême droite. Et les régimes d'extrême droite n'ont jamais été, contrairement à une partie de leur discours, pas de la totalité, pas de tous, n'ont jamais été réellement anticapitalistes. Ils se disent antimondialistes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque ça veut dire que le capitalisme national ne leur pose aucun problème. C'est quand il y aurait de l'international et encore que ça viendrait. Parce que si on parle de financement, le Rassemblement national de Marine Le Pen, mais je pense que c'est Mediapart, viennent quand même de ressortir l'une ou l'autre enquête montrant que c'est l'Arabie saoudite qui sauve les comptes du Rassemblement national. C'est quand même assez intéressant à souligner quand on est face à un parti qui a comme obsession le voile, l'islamo-gauchisme et ce genre de choses. Donc, il y a cet élément-là. En parallèle, et pour prolonger, on disait l'extrême droite est forte quand la gauche est faible. Ben, ça pose la question des médias de gauche et de l'abandon. Je pense qu'ici, on est dans un public qui est assez au courant qu'il n'y a plus de quotidien de gauche, qu'il y a une presse d'opinion, mais pas forcément d'opinion de gauche, et que ça repose la question alors des médias que l'on a. Ça pose la question des médias alternatifs qui existent, mais de leur accessibilité au grand public et de la stratégie de diffusion par rapport à ça. C'est le travail d'avoir aussi, pour des groupes militants, un périodique. Alors là, je vais faire peut-être mon passéiste, mais des supports papier et de ne pas être que sur le virtuel, puisque ça pose aussi la question, on l'a évoqué, des algorithmes et de qui contrôle à un moment donné les médias alternatifs aussi. Donc je pense que le combat, il ne faut pas abandonner les réseaux sociaux, il ne faut pas abandonner
des trucs comme Facebook en disant c'est foutu, il faut y être présent, mais il ne faut surtout pas croire que c'est là que le combat. Je pense que le combat principal, il va rester sur le terrain, dans la rue, dans les contacts, si on revient aux syndicats, dans les entreprises, par rapport à toute une montée d'un discours qui peut être, dans les cafés quand ils réouvriront, et c'est toute l'importance des débats, des soirées culturelles, et c'est tout ça d'ailleurs qu'il faudra relancer après le confinement, parce que je pense que là, le confinement ne joue certainement pas en faveur des valeurs de gauche et en faveur des valeurs de diffusion des idées et de faire ensemble, mais plus de repli sur soi, ce qui ne peut être qu'un terreau assez favorable à l'extrême droite. Et je terminerai par un point alors, avant de passer à Olivier, mais qui revient sur cette question des médias. Et on le voit très fort en France avec la tournure des débats en pré-présidentiel, hein, qu'on soit clair, on est déjà dans la phase pré-présidentielle en France. C'est alors qu'il y a un débat sur la précarité étudiante, et on peut faire le lien avec certains débats en Belgique, hein, alors qu'il y a une explosion de la précarité étudiante, qu'il y a toute une question là-dessus, qu'est-ce qu'on sort? Que le problème, c'est l'islamo-gauchisme dans les universités, et ça devient le débat prioritaire. On pourrait faire un parallèle avec certains aspects du débat sur le voile en Belgique qui deviennent la question principale. Tu as mentionné, Christine, que j'avais fait un bouquin sur la laïcité et son rôle par rapport à la gauche. Voilà, je ne nie pas il ne faut pas nier les débats, mais je trouve que des moments, il y a les priorités qui sont mises à des endroits qui me dépassent assez, en tout cas, si on a des valeurs à un moment donné. Et donc, il y a ce problème-là par rapport à l'égalité sociale, par rapport au travail, sur comment les gens vivent, se logent, etc., se nourrissent. Et par rapport à tout ça, et je termine et je repasse la parole à Olivier, si on se bat sur les terrains de l'extrême droite, et si en plus le politique se met sur les thèmes que l'extrême droite met, c'est l'extrême droite qui gagnera, hein. Et donc, on peut prendre les paris aujourd'hui. Le jeu qui est en train de faire la droite en France, et notamment tout Macron, en pensant qu'en étant sur les terres de l'extrême droite, il va s'assurer un second tour Macron-Le Pen et donc regagner comme la fois précédente et Le Pen perdre, c'est jouer à mort avec le feu. Et à un moment donné, on sait combien soit des cadres de la droite vont rejoindre celui qui pourrait gagner et qui pourrait être l'extrême droite et pas forcément Marine Le Pen par rapport à ça. Mais surtout, ce que ça peut avoir comme conséquence, et on en revient à un élément qu'Olivier a souligné, c'est l'abstention. Parce que si on réanalyse alors les votes et les raisons de la montée d'extrême droite, l'extrême droite ne monte pas grâce à un vote populaire, contrairement à ce que certaines études essayent de faire croire. Elle monte parce que le vote populaire disparaît du vote. Le monde populaire ne vote plus. Et ça, Olivier l'a évoqué quand il a évoqué Corbyn, et ça me permet de lui repasser la parole. Pour compléter, mais même si sur tout ce que Julien a dit, moi je suis évidemment amplement d'accord. Mais alors, ça pose des questions stratégiques. La question du cadrage, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je suis tout à fait d'accord sur l'importance du document papier, mais là je vais faire mon moderniste en quart de seconde. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces trolls de droite et d'extrême droite sur les réseaux sociaux? Est-ce que on ne doit pas à un moment aussi envisager d'avoir des trolls de gauche, c'est-à-dire d'occuper le terrain et de répliquer de A à Z? Ça, c'est la première chose. Et la question du cadrage, c'est, on sait bien évidemment que, quoi que l'extrême droite dise, les médias dominants ne roulent pas nécessairement pour nos idées. Bon, on le sait. Mais alors, à ce moment-là, à partir du moment où on le sait, qu'est-ce qu'on peut envisager de mettre en œuvre pour changer la donne, plutôt que de donner le change? Ça demande des moyens humains, ça demande des moyens matériels, mais ça demande aussi, il faut y aller, sinon on n'envisage pas de mener le combat, point barre. Voilà, brève réponse. Merci. Il y a des questions d'Éric dans la discussion et je voulais rappeler à propos de médias papier
l'existence de notre ligne d'attaque qui a changé de look. On va pas dire que c'est comme l'extrême droite, hein, mais en tout cas, le contenu est resté, le contenu idéologique est resté le même. Et il y a en plus un élément ludique. Voilà. Si vous le recevez et que vous ne le lisez pas, peut-être que vous devriez l'ouvrir quand même. Voilà. Donc, il y a les questions d'Éric. Éric, tu veux les poser de vive voix? Donc, c'est quelle conscience dans les syndicats? Pourquoi y a-t-il plus d'exclusion de membres d'extrême gauche que de membres de droite? Et la deuxième question, quelle est la différence entre la Wallonie et la France du Nord? Et puis, il y a Isa Vandenberg qui demande la parole et Michel qui doit nous laisser et qui remercie. Voilà, merci. Au revoir. Donc, peut-être d'abord les questions d'Éric et puis la parole à Isa. Lequel des deux? Sur la première partie de la question d'Éric, honnêtement, moi, j'ai pas de statistiques sur est-ce qu'il y a plus d'exclusion de gens dits d'extrême gauche que de droite, sauf alors à remonter à la période 1948, les débats avec les communistes, la sortie des communistes de l'organisation syndicale, etc. Donc oui, il peut y avoir des tensions, mais en termes d'exclusion claire et simple, là, voilà. Par contre, statutairement, si on parle de la FGTB, je ne parlerai que de la FGTB ici, puisque comme ça a été mentionné, tant Olivier que moi, ils sommes actifs à la FGTB, il y a des statuts qui, par rapport à l'extrême droite, sont très clairs. Si tu es militant d'extrême droite, tu voles dehors. Point à la ligne. Et que les derniers temps, on a réactivé, on a appliqué ces statuts-là. Et suite aux dernières élections, notamment aux élections communales et législatives sur Liège, le ménage a été fait à la FGTB de Liège. Je ne me prononce pas pour les autres régionales que je ne connais pas, mais je pense que le principe a été appliqué à d'autres endroits. Mais donc, on a exclu des gens. On leur a écrit clairement en disant, vous êtes présents sur des listes d'extrême droite, c'est incompatible d'après les statuts. Si vous ne réagissez pas, puisqu'il y a une procédure potentielle d'écoute dans une instance des gens, si vous ne réagissez pas, vous serez considéré comme exclu. Et à ma connaissance, aucun n'a réagi et donc ils ont été exclus d'office. Voilà, donc ça c'est une application assez stricte des statuts. Les statuts le mettent et je trouve que c'est important. Parce que ça a été longtemps ça a été discuté à certains moments, notamment dans les formations aussi, ça peut se poser. Alors, il y a deux phases. Il y a est-ce que tu comprends que tu es essayer de voir avec la personne si elle comprend qu'elle est d'extrême droite, qu'elle rejoint des propos d'extrême droite. Et là, en formation, mais Olivier a été formateur comme moi, il y a un dialogue qui doit s'engager pour essayer de faire comprendre à la personne et au reste du groupe ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un volet. Après, il y a le volet, je suis sur des listes d'extrême droite, là, il n'y a pas de discussion possible, c'est dehors. Et ça doit être ferme, parce qu'à nouveau, sinon, on s'engage dans des trucs où le discours va percoler, où allez, ça peut jouer, il faut mettre les barrages, il faut à un moment donné être assez strict par rapport à ça, sur les aspects. Et alors, attends, parce que discutant, j'ai perdu. Ah oui, la différence entre la Wallonie et la France du Nord, je ne la maîtrise pas bien, le paysage exact de la France du Nord et de son évolution sur les dernières années. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une extrême droite plus puissante en Wallonie? Je vais répondre uniquement sur cet aspect-là, ou en tout cas sur mes éléments de réponse. Mes éléments de réponse sont parce qu'il y a il y a un mouvement de gauche qui reste très structuré et structurant en Wallonie, tant dans ses organisations sociales que politiques.
avec un tissu associatif aussi très présent, une éducation permanente qu'on appelait populaire avant, mais qui est encore fort présente. Et d'ailleurs, c'est un enjeu dans les années à venir, tout ce financement, toute cette vitalité d'un tissu associatif qui joue contre l'extrême droite, parce qu'il est encore présent dans les quartiers, parce qu'il fait encore société dans plein d'endroits, et qu'effectivement, si à un moment donné, il y a abandon de tout ça, il y a progression de l'extrême droite. Il y a ça, il y a le côté d'un régionalisme wallon qui est très éloigné d'une forme de nationalisme et qui est plutôt un régionalisme wallon qui a toujours été ouvert, avec une présence de l'immigration très importante et ancienne, et ancrée aussi dans la société, dans les clivages. Allez, on va prendre un exemple. Les organisations syndicales, à partir de 1975, ont considéré que, quelle que soit la nationalité, tu pouvais être candidat aux élections sociales. Et elles ont fait passer ça dans la législation des élections sociales. En 1975, les étrangers n'ont pas encore le droit de vote sur le plan politique. Mais sur le plan socio-économique, on en revient à ce qu'on évoquait, sur les avancées socio-économiques, sur le plan socio-économique, on leur donne le droit de vote. Et donc, on les intègre à un processus de vie, à un processus politique, et qui plus est sur le lieu du travail et dans les organisations. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça explique en grande partie les choses, plus un mouvement alors qui s'appuie là-dessus d'antifascisme qui a toujours empêché une structuration. Dès qu'il y a eu tentative pour l'extrême droite en Belgique francophone de s'implanter, d'avoir un local, de faire des meetings, il y a tout de suite eu, on en vient au troisième volet que je disais du triangle rouge, il y a tout de suite une réaction, y compris physique. Hein. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent, au niveau du front antifasciste, on a été à plusieurs endroits. On a été à Gilly, on a été à Verviers contre Franken, etc. Je défends vraiment cette option-là. Hein. À un moment donné, il faut les contrer tout de suite et ne pas les laisser s'implanter. Et donc, il faut aller vraiment dans la rue, les affronter, y compris physiquement si nécessaire. Ce n'est pas la priorité des priorités, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Parce que s'il conquiert le terrain, demain, c'est toi qui es en insécurité. C'est toi qui sors. On le voit en France, hein, où l'extrême droite peut se permettre d'avoir des formes de milices qui commencent alors à faire la loi dans les quartiers, qui vont commencer à mettre en danger, y compris physiquement, des personnes, et à commencer par les personnes d'origine étrangère. Hein. Donc, enfin, d'origine étrangère et dont c'est visible le délit de faciès. Et donc, ça, c'est vraiment très important en termes d'autodéfense antifasciste, comme on l'appelle, d'être présent sur le terrain. Et ça, en Wallonie, ça a toujours été d'application. Et ça explique, je termine, Franken à Verviers. Contrairement à ce que ça a été présenté, et à nouveau on peut reparler alors du rôle des médias et notamment de la Meuse dans la promotion de Franken et de l'organisatrice soi-disant citoyenne, mais Franken à Verviers, c'est une opération politique, hein, ce n'est pas une opération littéraire, hein. C'est une opération politique de Franken d'essayer de regrouper l'extrême droite belge francophone dans un carcan, dans un rassemblement qui aurait changé de nom et qui se serait présenté aux élections sous la validation de Franken en disant nous sommes le pendant francophone. Avec des possibilités, on a vu que c'est des Georges-Louis Boucher, c'est celle du MR, des Jacqueline Galland, qui étaient prêtes à accueillir après Franken sur leur territoire pour dire regardez la dictature de gauche qui empêche quelqu'un de s'exprimer. Et à Verviers, dans la salle, c'est que l'extrême droite. Et d'ailleurs, tous ces gens se retrouvent encore aujourd'hui, PNE, etc. Les trucs dits en colère, c'est toujours les mêmes. Hein. Et donc là-dessus, voilà. Et l'action antifasciste claire et précise d'empêcher Franken de tenir sa conférence a eu pour effet d'empêcher une structuration de l'extrême droite en Belgique francophone à la veille des élections, a fait qu'ils ont repris leur division et qu'ils ont continué à se rebattre entre eux. Et je ne pense pas
que l'explication de l'échec de l'extrême droite en Belgique francophone serait l'absence d'un leader charismatique. Et le jour où il arrivera, ça fait 25 ans que je milite dans l'antifascisme, ça fait 25 ans qu'on me tient le discours. Regarde le jour où il arrivera. S'il n'arrive pas, c'est parce que l'extrême droite en Belgique francophone est maintenue à un état embryonnaire qui fait que quelqu'un qui a ce type d'idée-là va plutôt essayer d'aller dans la droite traditionnelle et d'avoir une carrière à droite de la droite, plutôt que d'aller s'aventurer dans un truc sans avenir au niveau de l'extrême droite. Et tant que ce sera le cas, il n'y aura pas d'extrême droite structurée politiquement et on pourra les maintenir à l'état embryonnaire. Et ça voudra dire aussi que la tentation pour une partie de la droite de les rejoindre va être très très limitée parce que ce n'est pas porteur. Et on voit alors aussi combien l'extrême droite elle arrive au pouvoir à deux moments. Quand la droite lui fait le marchepied et s'allie avec, ou quand elle prend le pouvoir militairement. À partir du moment où la deuxième option est, pour moi, un fantasme total en Belgique, c'est la première qui doit être combattue. Et alors, pour compléter brièvement, je rebondis volontiers sur la dernière partie de ce que Julien disait, pour commencer, c'est que, en effet, en Belgique francophone, il n'y a pas de terreau fertile, point barre. C'est-à-dire, et si on fait la comparaison, non pas avec le nord de la France, mais avec la Flandre, on peut quand même constater qu'en Flandre, il y a des organisations comme le KVAV, donc c'est une organisation de jeunes catholiques qui nourrit et qui fait surgir l'idée que oui, le terreau est fertile, et donc oui, c'est d'ailleurs d'où vient Dries van Langenhove, hein, et ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, comme Julien l'a dit, mais je rebondis volontiers avec une boutade, le chauvinisme wallon, c'est un oxymore, hein, ça n'existe pas. Il faut arrêter de rire. Donc, et ça, on ne sait pas se profiler en termes de sentiments nationalistes wallons, c'est un peu plus difficile, tandis qu'il y a, dans le nord du pays, il y a le mouvement flamand sur lequel on peut se nourrir volontiers. Et alors, autre chose qui peut paraître paradoxale, et là aussi, je fais volontiers une comparaison avec le nord du pays, c'est la question de la proximité des hommes et femmes politiques. En Wallonie, en Flandre, on a voulu à tout prix, au nom de la bonne gouvernance, mettre un terme à tout ce qui était, je ne vais pas dire, appelons ça les permanences sociales, et ça a créé une sorte de distanciation entre le monde politique et les citoyens. En Wallonie, de bon gré mal gré, ce qui, dans le pire des cas, est du clientélisme, hein, appelons un chat, mais dans le meilleur des cas, c'est quand même encore le fait que, d'une manière ou d'une autre, il y a encore une proximité entre les hommes et femmes politiques et le citoyen, ce qui réduit ce fameux gouffre, ce fameux fossé entre le simple citoyen et les hommes et femmes politiques. Et alors, pour revenir à la deuxième partie, donc dans deux vies antérieures, en effet, j'ai été formateur, et dans une autre vie antérieure, j'ai été traducteur-interprète. Et lorsque j'étais traducteur-interprète, il y a certains bureaux de la CGSP où je passais mon temps à interpréter le fait que, suite aux élections communales, on a constaté qu'un tel était membre, délégué, affilié à la CGSP et était sur des listes électorales de l'extrême droite et qu'ils étaient donc par conséquent exclus tout simplement de l'organisation syndicale. Et en formation, en effet, il y a tout un travail qui doit être fait où il faut éclairer le vampire et voir parmi nos délégués jusqu'à quel point ils ne sont pas, de manière insidieuse et à leur insu, traversés par le discours d'extrême droite. Et donc, il y a tout un travail à faire où on éclaire le vampire, on lui dit, oui, mais attention, ces propos-là sont des propos tenus par nos adversaires et dans le meilleur des cas, les choses vont bien et la lumière se fait et tout reprend son cours normal. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mon micro. Merci. Donc, Isa voulait intervenir. Oui, bonsoir à tous. Oui. Bonjour Julien, Olivier, Céline, Norbert et tous les autres. Et Hilal, je vous connais en partie tous. Donc en fait, je voulais
revenir sur la question, les deux questions qui avaient été posées, mais pas par rapport à la Wallonie et la France, mais par rapport à l'extrême droite dans les syndicats. En fait, moi, je travaille au Jeunes FGTB, donc c'est une organisation de jeunesse et une centrale professionnelle de la FGTB qui s'attaque aux 18-35 ans. Dans nos animations, formations, que ce soit dans des assos, dans les écoles, on essaye d'aborder le plus largement possible l'extrême droite. J'essaye aussi de me former un maximum avec mes collègues mordus de l'extrême droite, parce qu'à la base, je suis de formation institutrice, donc pas vraiment destinée à parler d'extrême droite aux jeunes dans les syndicats, mais on s'est rendu compte que souvent, quand on faisait des animations, il y avait toujours bien si je puis m'exprimer comme ça, le petit raciste, le petit homophobe, le petit proche de l'extrême droite de Nation, surtout sur Charleroi, Namur. On a eu plusieurs fois le cas de jeunes qui étaient proches de ces mouvances-là. Donc voilà. Et alors, la deuxième chose que je voulais, donc forcément, on est sensibilisé et on prépare énormément de formations. Tout ce qui est bon à prendre, on le prend et on essaye de le retransmettre de manière pédagogique et ascendante aux jeunes pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes de parfois et les réalités de ce à quoi ils croient et qui n'est pas forcément ce qu'ils devraient ou ce qui est bon. Et alors, deuxième chose que je voulais dire, c'était je voulais vous présenter le journal Camarades. Donc, c'est un journal qu'on a édité il y a quelques mois, depuis septembre, qu'on sort tous les 3 mois et qui traite de thématiques forcément jeunes ou qui pourraient intéresser les jeunes au niveau syndical. C'est format papier, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il fallait revenir vers d'autres moyens de communication. Et on a fait une première thématique principalement sur l'enseignement, que ce soit l'alternance, l'universitaire, les hautes écoles, bref, tout l'enseignement, y compris les pédagogues, n'est-ce pas Norbert? Et le deuxième numéro, c'était sur un peu les thématiques comme les sans-papiers, les oubliés, et tout ça. Et au mois de mars, on sort un numéro sur le féminisme où il y aura divers articles, témoignages. Et voilà, donc je vous invite à en faire un peu la pub. Peut-être vous le procurez. Il y aura une version web et une version papier que je m'engage à envoyer à quiconque me le demandera. Par mail, par Facebook. Sur Facebook, c'est Isabelle Vandenberg, il n'y a pas de chichi. Donc, voilà. Et en tout cas, grand merci pour cette mini-conférence qui était bien intéressante. Et je vous quitte en tout cas en parole pour ce soir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a Denis Desbonnets qui a levé la main. Denis? Et entre-temps, Marianne Ratmes avait fait remarquer dans la discussion le rôle important de la culture. Et en Wallonie, qui en Wallonie est très ouverte sur l'immigration ancienne et nouvelle. C'est donc pour ça qu'il est important de la réouvrir et de la protéger. Action du week-end dernier, Still Standing for Culture, de samedi et de lundi, qui n'a manifestement pas été vraiment entendu, en tout cas dans l'immédiat. Et il y a une autre intervention dans la discussion de Laura. Est-ce qu'un travail efficace de conscientisation, d'information des futurs délégués, des futurs ou pas futurs délégués, et pas seulement, donc conscientisation d'information par rapport aux valeurs de la FGTB. Donc, est-ce que ce travail est fait dans les entreprises avant les élections sociales? Ça, c'est une question très précise. Efficace, on ne sait pas, mais un travail est fait, ça, oui. Voilà. Le efficace est entre guillemets. Prise de distance. Est-ce que Denis Desbonnets
est là et il nous entend, ou est-ce que c'est une fausse manœuvre que cette main levée? Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres témoignages, d'autres questions? Nos deux auteurs ont finalement pas vraiment fait la promotion de leur livre. Hein. Je veux dire, ils pourraient aussi dire, mais pour en savoir plus, achetez donc notre livre qui n'est pas cher et qui vous dit tout. Bon, nous avons les références sur le site d'Attaquiège. Et c'est vrai qu'il n'est pas cher, qu'il est clair, comme ils l'ont été ce soir d'ailleurs. J'avais une petite sous-question à propos de Jeremy Corbyn. Oui. Il a été... je trouve que c'est assez... Enfin, pour moi, c'était assez significatif qu'à un moment critique de la campagne électorale, il a été accusé d'antisémitisme, ce qui est une accusation bateau qui revient régulièrement. Hein. Et qui peut être efficace, hein, dans les milieux de gauche, mais je ne sais pas ce que... Enfin, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas eu le temps de construire un mouvement suffisamment fort pour gagner ces élections, mais voilà, je trouve que c'était un coup bas. Moi, je partage entièrement l'analyse. Bon, Eddie Kakelberg n'est pas d'accord avec nous, mais ça, c'est pas grave. Ceci dit, moi, je pense en effet que ça n'a pas aidé. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui n'a pas aidé, et surtout pour la deuxième general election, c'était les atermoiements autour du Brexit. Oui, ça. Avant, au Labour Party, là, ça a été un peu catastrophique, mais bon, soit. Mais il n'empêche, moi je me réfère aux élections, pas les dernières élections, les general elections, mais les avant-dernières, où là, il s'en est fallu de peu et ça aurait pu être intéressant de voir ce que ça aurait donné. Si et seulement si. Oui. Mais bon, voilà, là on est dans la politique fiction. Oui, on est dans l'hypothétique. Mais franchement, le manifeste électoral, c'était du miel. Quoi. Honnêtement, moi je rêve de voir ça, ne serait-ce que dans la campagne électorale ici en Belgique, mais putain, revenir sur ces fondamentaux-là, oh bonheur, enfin bon, soit, je deviens lyrique. Ah, il y a aussi Josiane qui demande la parole. Josiane, ton micro. Je sais, c'est pas toujours facile de le... Je ne savais pas quelle manœuvre faire et je suis tombée sur la main. Bon, excuse-moi. Je voulais simplement demander, mais c'est un petit peu à côté de la question, à Julien, des précisions sur ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à Bernard Cassen. Moi, je n'étais pas au courant du tout. Ah, on t'a perdu. Josiane? Oui? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Si, donc tu n'étais pas au courant du tout pour Bernard Cassen. Non. Je voulais avoir un petit peu de précisions. Donc, Bernard Cassen, qui est donc l'ancien président d'Attaque, voire même de mémoire, est-ce qu'il n'est même pas un des fondateurs? Le premier, voilà. Un des fondateurs. Donc, comme il n'est pas le seul, il y a toute une série. Michel Onfray est en train de basculer à peu près de la même manière pour ceux qui suivent un peu, puisque Michel Onfray en est maintenant à des fortes générations identitaires. Hein, donc, quand même. Ah oui, il faut. Voilà. Et donc, on a un phénomène qui à nouveau n'est
enfin qui à nouveau n'est pas nouveau, qui une nouvelle fois est un assez grand classique. C'est un basculement d'une série de personnes qui est un glissement progressif. C'est jamais une rupture claire et précise d'un coup. C'est un glissement qui est progressif sur une série de thématiques et puis où on en arrive à se retrouver avec comme alliés les gens d'extrême droite, puis à tenir les mêmes propos que les gens d'extrême droite, et puis finalement à défendre clairement les gens d'extrême droite, et au final à être avec les gens d'extrême droite. Et Bernard Cassen a évolué via Riposte laïque, donc qui est une association laïque en France, mais très très anti-musulmane, mais anti-immigrée. Donc on n'est plus sur la question de la religion. La religion devient vraiment le prétexte à un racisme pur et simple. Bernard Cassen a d'ailleurs écrit un bouquin que j'ai chroniqué pour aide-mémoire pendant qu'Olivier reprendra la parole. S'il y a encore une autre question, j'irai vite rechercher le lien vers cet article-là pour le mettre sur le chat. Mais donc, j'ai chroniqué un bouquin qui est écrit par Bernard Cassen et à des gars de génération, de ce qui deviendra plus tard Génération Identitaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ils ont fait un livre en commun qui était autour des apéros cochon pinard ou saucisson pinard, etc. On voit toute la provocation, hein, c'est-à-dire on ne pourrait plus boire du vin et manger du saucisson en France parce que les musulmans dirigent la France, etc. Donc ça a été le discours de Bernard Cassen, et ça s'est cristallisé autour de tout un débat en France il y a quelques années sur les soi-disant prières de rue. Et Bernard Cassen et d'autres se sont alliés à ce moment-là à l'extrême droite pour dénoncer cette islamisation de la France via les prières de rue, alors qui est en fait un phénomène qui a eu lieu, effectivement, il y a eu des prières dans la rue, mais qui était de la part de groupes musulmans, non pas une provocation sur on veut islamiser la France, mais une dénonciation du fait que leur lieu de culte était devenu inaccessible ou trop petit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on analyse le phénomène. L'extrême droite française s'en était emparée et a fait la liaison à ce moment-là avec une partie d'une laïcité qui pour moi est une laïcité dévoyée, hein, j'en ai déjà un peu parlé, et Bernard Cassen est vraiment à la tête de ça, et depuis ne s'est plus désengagé. Et donc, tu vas retrouver aujourd'hui Bernard Cassen systématiquement auprès de gens, des identitaires, de l'extrême droite, etc. C'est vraiment pour moi, effectivement, à Josiane, on s'est connus au lancement d'Attaque. Oui, ben oui. Les bras m'en tombent. Oui, enfin, bon, c'est pas le premier ni le dernier. Attaque organisait on allait voir Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, dans des sommets d'Attaque, le spectacle de Dieudonné, qui à l'époque était encore drôle et était pas encore antisémite pur et dur. Et donc, voilà, Cassen comme Dieudonné, voilà, c'est à peu près les mêmes parcours. C'est des gens qui ont complètement basculé progressivement. Et ça, c'est important à un moment donné de pointer ça. Olivier expliquait éclairer le vampire. Tu vois, c'est très important pour les gens de gauche d'oser à un moment donné dire attention, là ça ne va pas, là il y a basculement, là il y a dérive. Avec le Front antifasciste, la semaine dernière, on a publié un article sur un reportage vidéo de Vécu, qui est un média alternatif vidéo de reportage, sur une manif à Liège contre la soi-disant dictature sanitaire. Alors, il y a un vrai débat à avoir, qui est d'ailleurs porté par la gauche, peut-être pas assez, mais il y a un vrai discours. La Ligue des droits humains conteste systématiquement les mesures aujourd'hui. Les organisations syndicales continuent à manifester en disant masquer mais pas bâillonner, et on continue à manifester, etc. Justement. Mais dans une partie de l'imaginaire, il n'y aurait que la droite et l'extrême droite qui contesteraient les mesures aujourd'hui. La manière dont on les conteste n'est pas la même, mais la contestation, elle existe. Et donc, il y a eu une manifestation d'un petit groupe à Liège
pas ce samedi-ci, le samedi avant, autour du côté des masques, etc. Et c'était le groupe de nations de Nevels et de l'extrême droite. Et Vécu a relayé ça parce que convaincu que dictature sanitaire, et donc on partage enfin des gens qui osent s'exprimer contre, sans se rendre compte de ce qu'ils filment. Jusque-là, pas de souci. Où est le souci? C'est que quand tu t'en rends compte, tu ne te dissocies pas de l'action au nom du fait que tu es d'accord avec l'action. Et là, désolé, mais en tant que, par rapport à l'extrême droite et au débat qui nous occupe, non, 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 non. Si l'action est menée par l'extrême droite, même si la thématique en est proche, tu dois te dissocier de cette action-là. Pas forcément de la thématique, mais de cette action-là. On est dans un débat d'attaque. C'est en 2005, de mémoire, qu'il y a eu le débat sur le traité européen en France. C'est 2005, hein, je me trompe. Et où on s'est retrouvé avec un débat politique important sur un rejet du texte où on a eu un discours de oh, regardez, les extrêmes se rejoignent parce qu'extrême gauche et extrême droite étaient d'accord sur le rejet. Oui, mais on n'était pas. Les raisons du désaccord n'étaient pas les mêmes, hein, et les argumentations n'étaient pas les mêmes. Et donc, et à ce moment-là, à ma connaissance, Attaque et la gauche n'a pas fait des meetings communs avec l'extrême droite. Et c'est ça qu'il faut, il faut garder là des limites et continuer à dire. C'est pas parce qu'eux viennent sur nos thématiques qu'eux, à un moment donné, sont d'accord, qu'on est forcément avec eux. Et surtout, on ne doit pas s'allier avec eux. À aucun moment. On doit vraiment maintenir ce qu'on appelle ailleurs le cordon sanitaire, quoi. Et des gens comme Bernard Cassin, au nom d'une menace de l'islam, et le sujet d'aujourd'hui n'est pas le débat sur l'islam, et il peut y avoir un discours de gauche, de critique du poids de la religion, islam comme d'autres religions. Ceux qui ont réclamé les prières de rue ces derniers temps, c'est pas l'islam hein, en France, hein, c'est les ultra-catholiques, hein, qui ont réclamé les prières de rue et qui ont fait des prières de rue en désobéissance par rapport aux églises. Hein. Et donc, mais la question de la religion peut être posée, mais où ça dévie, c'est quand, comme avec Bernard Cassin, tu ethnicises le truc et c'est tous les musulmans, et c'est là. Et là, il y a eu des basculements qu'il faut dénoncer systématiquement. Et Olivier veut peut-être prolonger comme ça. Merci. Non, c'était complet. Voilà, il y a des participants qui nous quittent en disant bien merci chaque fois et de bien se porter en plus, ça c'est toujours sympa. Oui, que penser? Donc là, c'est Raphaël hein, dans la discussion. Il dit que penser de l'actualité médiatique autour de Muriel Targnon, bourgmestre de Verviers, est présente à la manifestation contre l'avenue de Franken à Verviers, après l'avoir autorisée, donc l'avenue en question. Et à qui on a reproché de prendre position politiquement ce jour-là. Je crois que, bon, on a déjà parlé de l'avenue de Franken à Verviers, de la nécessité d'une opposition dans la rue. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur... Pour y avoir été et m'être disputé avec Targnon ce jour-là, son problème qui est arrivé par rapport à la gestion de l'événement. Hein, moi, je ne parle pas après, ça repose, c'est la faillite de la social-démocratie qu'on a déjà évoquée avec Olivier, et d'un modèle de socialisme qui fait plus de tort que de bien par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais ce jour-là, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en difficulté? Parce qu'elle est incapable de choisir son camp, y compris le soir même, hein. Et parce qu'elle est à la fois à vouloir se positionner comme antifasciste et à dire c'est pas normal que Franken est là, et à la fois à ne pas empêcher la police de taper sur les antifas
et d'avoir la police qui protège les fachos contre les antifascistes et qui casse le cordon que les antifascistes avaient mis pour laisser rentrer les mecs de nation. Moi, ce jour-là, comme les antifascistes, on a pris plus de coups de la part des policiers que de la part des fachos. Comme à Gilly, commune de Paul Magnette, où on se fait massacrer par la police parce qu'on va en opposition à un meeting d'extrême droite et où c'est les forces de police, donc sous l'autorité du bourgmestre, donc de Paul Magnette, président du Parti socialiste, qui frappent et qui frappent et guincent plus les antifascistes que les fascistes. Et là, il y a un problème fondamental, et on en revient à la question par rapport à la social-démocratie, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils choisissent leur camp. Et le côté de, on est à la fois des deux côtés, alors je ne dis pas qu'ils sont fachos, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais à un moment donné, ils ne se positionnent pas non plus comme très clairement du côté des antifas. Et ils sont encore sur une position ambiguë. Eh bien, le résultat d'une position ambiguë, c'est que tu fais le grand écart, et donc on te tire des deux côtés. Par rapport à Tarion, pourquoi est-ce qu'on lui a reproché de prendre position? On lui a surtout reproché de ne pas avoir une position. Donc, elle se faisait tirer tant par les antifas qui lui reprochaient l'intervention de la police que par ceux qui se positionnaient en défenseurs de Franken avec l'argument de la liberté d'expression qui était bien pratique à ce moment-là, de le faire. C'est là-dessus qu'elle a été mise. Et alors pour Max, il met qu'il nous remercie, il aurait voulu savoir deux petits points, et puis voilà, la question arrive. Voilà, je vais laisser d'abord répondre, peut-être compléter Olivier. Non, moi j'avais envie de dire en guise de boutade, faire le grand écart, ça fait toujours mal. Point. Surtout sans échauffement. Voilà. Et donc, alors par rapport à... oui, là, effectivement, il y a une prise de position récente de la police CGSP, police Bruxelles, qui est assez rare de se distancier de violences policières par rapport à cet aspect-là. C'est assez rare que pour être souligné, d'autant que les syndicats policiers sont plutôt corpos et plutôt à tenir un discours niant toute violence policière, voire un discours qui est quand même proche sur certains aspects d'une vision assez autoritaire des choses. Alors, se procurer le livre, normalement, dans toute bonne librairie. Alors, pas forcément en rayon, mais normalement, si tu le demandes au libraire, il doit être capable de te le commander et de te l'amener. On aurait été dans la vraie vie et en mode physique, on aurait eu notre petit stock avec nous et on te l'aurait vendu avec grand plaisir. Mais dans le monde virtuel, c'est un peu plus compliqué. Ou tu le commandes directement au CAL, c'est tout à fait possible. Ou tu attends qu'on déconfine et on se revoit et on te le donne. Mais voilà, espérons que ce soit rapide. Et alors, sur clarifier le lien entre darwinisme et extrême droite. Alors, je vais faire court puisque c'est un de mes dadas, donc je ne vais pas me relancer dans une conférence sur le sujet. Simplement, donc, ce n'est pas le darwinisme, mais le darwinisme social, ce qui est déjà une évolution et en tout cas une utilisation des théories de Darwin par certains, et donc c'est pas le darwinisme en tant que tel. Quand on parle de lien avec l'extrême droite, c'est le darwinisme social qui a été plutôt théorisé par d'autres que Darwin, mais en s'appuyant sur Darwin, etc. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est de résumer et de caricaturer la pensée de Darwin sur l'évolution des espèces en une lutte des plus forts contre les plus faibles, et que c'est le plus fort qui gagne et qui assure la survivance de l'espèce. Et de dire que puisque l'homme est un animal comme les autres, on doit appliquer cette notion-là de nature qui fait que dans la nature, c'est les plus forts, il y a une hiérarchie, les plus faibles, etc., sont éliminés. Et donc, c'est comme ça qu'on doit faire fonctionner la société. Et donc, tous les mécanismes qui font que des faibles peuvent se développer de la même manière que des forts et qui corrigeraient ces inégalités sont des mécanismes qui, à terme, vont mettre fin à l'espèce humaine ou à la race, quand on est sur le discours purement raciste, d'où alors le mélange sur les races qui seraient supérieures et inférieures. Mais au-delà de la question de la race,
l'extrême droite peut très bien vivre avec un mélange racial, c'est un peu plus compliqué, mais peut très bien vivre avec ça. C'est ce qui explique que tu as une extrême droite au Japon, par exemple. Le Japon connaît une extrême droite très clairement là-dessus. Parce qu'à nouveau, les Japonais, par rapport aux Coréens, pendant la guerre 40-45, ont développé tout un racisme envers les Coréens et une extermination des Coréens au nom d'une supériorité du Japonais sur les Coréens. Donc on peut l'appliquer, cette théorie s'applique, c'est pas qu'une question des grands blonds aux yeux bleus, ça c'est la version vraiment caricaturale de la pensée. Mais alors c'est surtout ça le plus belle. Et alors ça explique quoi? Ben, ça explique que l'extrême droite va être contre les allocations de chômage. Puisque ben, si tu n'es pas capable d'avoir de l'argent, ben, tant pis pour toi, démerde-toi. L'extrême droite va être par rapport à des soins de santé, plus pour que chacun se débrouille. C'est en ça qu'on va avoir un lien avec le capitalisme, hein, et c'est en ça que l'extrême droite et le capitalisme peuvent tout à fait vivre, parce que toute cette logique de la loi du plus fort, de il ne faut pas aider, etc., est très dans les fondements du capitalisme. Et simplement pour terminer, on rappellera quand même que les nazis, contrairement à une idée très ancrée, ne commencent pas par massacrer les juifs. Hein. Ils commencent par massacrer les handicapés, les trisomiques 21 notamment, qui sont pourtant purement allemands, mais qui ne sont pas racialement purs et qui, si on leur enlève la société qui les entoure, sont incapables de vivre. Alors pour faire des économies, on les extermine directement. C'est vraiment ça, hein, là-dessus. Et alors, par rapport à tous ces liens-là, je renvoie vers les études de Chapoutot sur les liens entre toutes les théories de management, de capitalisme gestionnaire, etc., et le nazisme. C'est des livres le dernier notamment de Chapoutot, mais qui a écrit bien avant déjà toute une série. C'est un historien français qui est vraiment à lire pour ceux qui voudraient creuser ces questions-là. C'est vraiment très, très intéressant. C'est très construit, quoi. C'est pas du délire comme dans certains bouquins. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'est pas vraiment il n'y a pas eu de trucs comme quoi il racontait vraiment n'importe quoi à la sortie de son bouquin. Il y a plutôt eu, ouais, t'exagères un peu sur le lien direct, mais voilà. Je vais peut-être pas être plus long. Non, mais en effet, pour tous ceux qui sont intéressés par le dévoiement des services publics, par le néo-managérialisme, Chapoutot est en effet une référence à lire absolument. Voilà, il y a encore, Josiane, tu n'as pas baissé ta main, mais tu ne peux plus rien dire. Non, ton micro est fermé. Denis Desbonnets ne nous est pas revenu, je pense. Ou alors... Je ne sais pas comment on fait. Ben voilà, pour baisser la main, Oui. tu retournes dans réaction, là où tu l'as levé. Sans le vouloir. Ça va? Voilà. Ok. Il y a un commentaire de Norbert Nappen pour nous signaler que Kropotkin s'est aussi inspiré de Darwin dans un sens totalement différent, oui, pour souligner l'entraide en tant que facteur d'évolution. Et plus récemment, nous avons aussi, il y a un livre d'ailleurs, hein, qui montre l'entraide dans le monde dans la nature entre les espèces animales et à l'intérieur évidemment des espèces animales. Y a-t-il d'autres demandes de parole, d'autres commentaires? Sinon, il ne nous reste plus à tous qu'à acheter le livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Hein? Et encore un grand merci parce que moi je vois j'ai l'impression de voir beaucoup plus clair sur les façons de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas progresser. Josiane a l'air super sceptique.
Ben, en fait, c'est un peu aussi ce qu'on a chez Piketty, quoi qu'en disent ses détracteurs, hein, et même si je ne suis pas d'accord avec toutes les conclusions de Piketty, à partir du moment où les partis qui sont censés défendre les travailleurs ne les défendent plus, ben, il y a place pour l'extrême droite. Et en Wallonie, il y a encore un mouvement ouvrier. Sinon, des partis sociodémocrates qui défendent les travailleurs, là, on est plus tout à fait là, mais il y a véritablement un mouvement ouvrier. Voilà. Oui, tu veux quand même dire quelque chose? Dernière remarque, il y a quand même, tu parles des partis, mais il y a aussi les syndicats. Aujourd'hui, moi j'ai appris, je suis un peu vieille évidemment et un peu hors du coup, mais j'ai appris qu'il y avait grève. Oui ou non? Où Il y avait une grève du syndicat. il y avait une manifestation couverte par 24 heures de grève pour permettre aux gens qui voulaient aller à la manifestation de sortir de leur entreprise pour participer à la manifestation. Eh bien, je peux dire un mot. J'ai rencontré un ami et il m'a dit que sur les 34 personnes de son entreprise, il y en avait 9 sur 34 qui s'associaient et qui étaient des syndiqués et tout, mais qui, voilà, bon, les gens n'ont plus envie de… Comment faire pour qu'ils retrouvent le chemin du syndicat et que le syndicat retrouve la masse pour pouvoir contrer tout ce qui se passe. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je suis très sceptique et très, très pessimiste. Alors, je vous remercie d'être là. Hein. Donc, moi, je ne veux pas qu'on termine sur une note pessimiste, donc c'est pour ça que je me permets de reprendre la parole. Parce que, allez, c'est les combats que nous mènerons, et comme avec Olivier, on l'a dit, c'est les combats que nous mènerons au niveau pour améliorer la société et pour redonner des perspectives qui permettront d'avancer. Et ce n'est pas en jouant défensif. Et donc, ça, c'est un des aspects. Et donc, avec Olivier, en interne de l'organisation syndicale, on plaide d'ailleurs sur quelque chose d'être un peu plus offensif sur toute une série d'éléments et pas simplement sur on essaye de limiter la casse. Mais par rapport à ça, ça nécessitera, et on l'a évoqué avec le rôle du socioculturel, etc. Allez, moi, j'ai trouvé ce samedi à Liège. Voilà, ça c'est le Liège que j'aime. Liège qui était vivant, qui s'est mobilisé très fortement pour la culture, pour la réouverture, mais avec un discours qui n'était pas il ne se passe rien aujourd'hui, le virus n'existe pas, etc., mais avec un discours politique construit, en tout cas dans le message qui était porté, pas forcément tous les gens qui étaient là, mais dans le message qui était porté, c'était quelque chose de construit politiquement sur les besoins de réouverture pour refaire culture, pour refaire société, tout en se protégeant, tout en ayant un vrai discours sur les financements, etc. Et c'était plein de jeunes, par ailleurs, qui portaient ce mouvement-là et qui étaient dans ce mouvement-là. Et l'espoir, il est là-dedans. L'espoir, c'est que c'est ce message-là qui est passé, c'est que c'est là-dessus qu'ils se sont mobilisés, et c'est ces mouvements-là dont sortiront, à mon avis, notamment, mais pas seulement, des évolutions. Et par rapport à ça, un des enjeux, et Attac aura son rôle à jouer là-dedans, comme toutes les associations d'éducation permanente et populaire, c'est dès qu'on va pouvoir réorganiser des choses en présentiel et en physique, c'est d'être tout de suite sur le terrain, d'être tout de suite là pour relancer les liens et refaire lien. Parce que si on laisse les gens derrière leur écran, là on est d'accord, on va passer des mauvaises années derrière. Et c'est tout le projet de société, je termine vraiment là-dessus, notamment au niveau syndical. Au début de la crise, il y a 1 an, 9 mois, il y avait un discours sur le monde d'après.
il y avait un discours sur le monde d'après qui était plaidé. Moi, le trimestriel de la section locale du 7-4 de Liège où j'étais, on a fait un numéro spécial de 8 pages sur le monde d'après. Le monde après le coronavirus, mais dans le sens positif, quoi. On a gagné la réduction collective du temps de travail, on a gagné des choses, etc. Penser le monde d'après et le propager, c'était les discours qui étaient tenus. J'ai l'impression, 6 mois après, qu'on a très fort reculé sur cet aspect-là de plaider un monde d'après, mais globalement, hein, pas que les syndicats. Hein. On entend beaucoup moins. Il y a eu des cartes blanches au début de la crise sur justement, on va faire le monde d'après. Il faut en profiter de cette crise pour penser le monde d'après. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on est dans, si on redémarre comme avant, ce serait déjà pas mal. Alors que non, il ne faut surtout pas redémarrer comme avant. Il ne faut surtout pas redémarrer comme avant. Alors, quand on dit qu'il faut redémarrer comme avant, oui, se revoir physiquement, refaire des assemblées, etc., mais pas comme avant dans le fonctionnement de la société. Et là-dessus, pour terminer avec samedi dernier, il y avait des messages qui étaient assez beaux. C'était sur « Nous ne voulons pas un retour à la normalité, mais avec le A privatif avant le normalité ». Et c'est ça qu'il faut éviter. On ne veut pas, c'est le monde d'avant qui n'était pas normal. C'est vers ça qu'on ne doit pas retourner et d'aller plus loin. Et donc, et je pense qu'il y a plein de gens qui en sont conscients, qui ont pris conscience. Il faut juste à un moment donné donner des perspectives politiques aussi à ça. Et là, les syndicats auront des responsabilités importantes, mais pas que. Hein. Attaque aura des responsabilités importantes. Toutes les associations d'éducation permanente auront leur responsabilité de proposer politiquement des pistes et pas simplement d'être dans l'analyse et le contre. Olivier ? Oui, en fait, là aussi, pour ne pas terminer sur une note négative et pour éviter l'immonde d'après, joli, moi je citerai volontiers la fin de notre bouquin qui était une citation de Tony Benn, qui était un leader du Parti travailliste dans la deuxième moitié du XXe siècle, un social-démocrate, hein, ceci dit, où il disait, en fait, il n'y a pas plus de victoire définitive que de défaite définitive, il y a juste une bataille, toujours la même, à mener encore et encore, alors endurcissez-vous, nom d'un chien. Voilà. Yes. Merci. Nous allons terminer sur cette vaillante exhortation, hein, à continuer la bataille, hasta la victoria siempre. Hein. Bonne soirée à tous, en espérant se revoir physiquement avec des vrais livres et au plus tôt. Ouais. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Olivier et Julien.